On a deux retours clients aujourd'hui. On a la joie d'avoir un client avec nous et puis quelqu'un qui doit se connecter avec nous à distance. D'avance, excusez-nous pour les petits soucis techniques potentiels. Les deux clients que nous avons avec nous sont des clients de Time Tonic, qui est une des solutions que vous avez pu voir aujourd'hui sur le stand là-haut. Et puis nous avons Sébastien qui est aussi avec nous, qui représente Zelig Consultant, qui vous parlera de la méthodologie qu'ils emploient sur les projets. Donc on va très vite démarrer. On va couvrir en fait deux sujets avec nos deux entreprises. Voilà. Comment choisir le no-code? Pourquoi choisir le no-code pour vos projets data-centric? Et puis, donc ça sera avec Groupe Snef. Et surtout, comment vous démarrez un projet no-code. Donc on verra qu'il y a différentes méthodes. On va en couvrir une en particulier pour aujourd'hui. Donc les personnes qui interviennent, on a donc avec nous Quentin Patinier du groupe SNEF qui va parler dans quelques minutes, Babacar Sarr qui représente Enadis Champagne-Ardenne qui sera avec nous normalement si tout se passe bien, connecté à distance. Et puis j'ai présenté Sébastien Coquet et moi je suis Aurélie Gillard. J'ai une newsletter qui s'appelle IT Business Crush qui fait le lien entre l'IT et le business. Et également un podcast qui met en avant les femmes de la tech. Alors, on n'a pas prévu de dérouler tous les slides, c'est plutôt un panel. Je vais tout de suite passer en mode panel avec Quentin pour parler justement de son choix du no-code pour les projets applicatifs de l'entreprise. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter le contexte dans lequel tu fais ces projets? Alors juste pour remettre le contexte, effectivement, moi, je suis en charge du coup de la transformation des métiers et donc de l'innovation des métiers de la maintenance pour la société SNEF, qui est une société qui est basée à Marseille et qui est géographiquement répartie partout en France, avec 9 agences, environ 30 centres de maintenance et un peu plus maintenant, de 750 collaborateurs répartis dans toutes ces entités-là. Donc c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est de faire de la maintenance multitechnique électrique CVC. Alors c'est peut-être un peu loin de certains métiers de l'IT, mais on en voit du coup régulièrement des techniciens faire des choses comme ça, dépanner des choses comme ça. Et donc multitechnique, ça veut dire que sur un bâtiment tertiaire ou industriel, nos techniciens vont intervenir pour faire des opérations de maintenance, réparer ou faire toutes les opérations de contrôle et de vérification. Ça vous donne le contexte. Ça rejoint aussi un peu ce que peut faire Enedis quand ils viennent chez vous, qui est une société plus connue, parce qu'elle est plus dans le domaine public. Mais quand le technicien vient chez vous, faire le travail sur le compteur d'énergie ou le compteur d'eau pour d'autres sociétés, etc., on est sur cette logique-là. Et donc, effectivement, SNEF, donc là, moi j'y suis depuis maintenant un peu plus de 7 mois, on utilise sous mon impulsion du no-code et notamment Time Tonic. Pourquoi alors, parce que effectivement, le Time Tonic est un super outil que je connaissais d'avant, mais qu'est-ce qui a fait que dans une société comme celle-là, pour une entité organisée de manière pyramidale, c'est-à-dire que sur 750 personnes, vous avez un DG de la BU maintenance, vous avez des directeurs d'agence, les directeurs d'agence sont des responsables d'affaires qui eux-mêmes ont des techniciens qui interviennent. La problématique, on a rencontré plusieurs problématiques, donc il y a un premier travail qui a été fait de dire c'est quoi les problèmes. Je vais laisser après la méthode dérouler, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi le no-code? C'est parce qu'on a trouvé des problèmes. Alors, je vais expliquer le lien et je laisserai après le détail d'expliquer la méthodologie. Donc les problèmes, c'était des problèmes d'organisation, c'était des problèmes. Donc j'ai appelé les directeurs d'agence et je leur ai dit, au quotidien, qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc on a collecté comme ça les différents problématiques qui sont venues. J'ai fait le même travail sur les responsables d'affaires. Donc on a identifié effectivement une grande source d'irritants, de problèmes qu'il fallait résoudre. Sur le marché, alors moi ça fait plusieurs années que je suis dans la maintenance, il y a des solutions que vous connaissez sur Excel pour régler des problèmes, vous avez des solutions effectivement logicielles qui existent chez d'autres éditeurs.
Et donc, en faisant un comparatif des différentes solutions, il nous fallait une solution qui soit simple pour des techniciens, pour des responsables d'affaires, des directeurs d'agence, pour fabriquer des applications qui répondraient à des problèmes de communication, de process et de qui fait quoi. Tout bête dans une société, mais qui fait quoi, comment, pourquoi, avec quels éléments. Donc, en allant sur le marché, regarder ce qui se passe, en faisant un benchmark, un comparatif. Alors, en faisant un benchmark à partir d'une liste de courses. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'arriver, d'aller sur le marché, de faire le tour du salon qui est absolument génial, mais il y a des solutions, no code, qui répondent à des problématiques. Nous, la nôtre, c'était un problème d'organisation, un problème de communication, des problèmes de qui fait quoi. En faisant cette liste de courses générale, puis après projet par projet, j'ai été voir des éditeurs, j'ai comparé des solutions, des formulaires dématérialisés. Il me fallait 3 réponses. Pas une, pas deux, pas 3. Il me fallait une société capable de nous accompagner dans la démarche projet, donc d'aider à modéliser le processus. Donc moi, je suis à même aujourd'hui de cadrer certains projets et certains processus, même si on a des échanges réguliers avec Zelig pour toute cette partie-là. Il nous fallait un logiciel capable de répondre aujourd'hui à des problèmes très simples. Un premier problème qui est un annuaire. On a fabriqué déjà, en 3 mois, on a fabriqué 7 applications. La première, c'est l'application annuaire. Parce qu'à ce jour, les 750 personnes ne se connaissaient pas entre eux, ne discutaient pas entre eux, et quand quelqu'un arrivait dans la société, il devait appeler Bidule pour avoir le numéro, le mail de la société. Alors vous allez me dire, il y avait un annuaire Outlook? Non, ça n'existait pas, on était sur Zimbra, encore jusqu'au début d'année, voilà, ça fera rire certains. Donc, le fait de mettre en place un annuaire fait que quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans la société consulte l'annuaire, qui est collaboratif, qui est collectif, qui est collaboratif dans sa mise à jour et collectif dans sa consultation. Donc tout le monde peut le consulter, sur mobile, sur PC, et du coup sur l'application. Donc quand quelqu'un arrive aujourd'hui, il va dedans, il trouve. Quand quelqu'un travaille sur un projet, il peut facilement trouver les coordonnées d'un autre chef de projet. Il y a un autre besoin qui avait été identifié, qui était l'accueil d'un nouvel arrivant. Comment est-ce qu'on accueille quelqu'un? Comment est-ce qu'on déclare que quelqu'un va arriver dans la société? Et donc, on a fabriqué aussi une application de onboarding ou d'accueil nouvel arrivant qui reprend l'ensemble des éléments d'un collaborateur, qu'il soit technique, qu'il soit bureau, qu'il soit administratif. Donc, pardon Quentin, si je t'interromps, mais quand tu dis on, alors, en fait, c'est qui? Et juste aussi pour revenir un peu sur la genèse, je crois que c'était pas nouveau pour toi le no-code non plus. Donc en fait, tu es venu avec finalement ton ADN et tu as cherché finalement les outils qui. Alors, c'est pas parce que c'est mon ADN que j'ai pas fait le travail de benchmark et que j'ai pas regardé. Moi, mon travail, c'est de faire l'amélioration continue, de mettre en place des processus et de faire la gouvernance de la donnée. Pour dire autrement quelles étaient mes missions. Donc je suis au croisement de ça. Je suis là pour faire grandir les équipes en mettant des systèmes en place tous les jours en les améliorant. Et aujourd'hui se pose la question de la gouvernance de la donnée, puisque donc, du processus utilisé par des humains dans un cadre méthodologique. Donc, no code ou pas no code, on peut traiter les sujets indépendamment. Et le no code et time tonic permet de traiter les 3 simultanément. Donc effectivement, mon ADN est celui-là, depuis 10 ans à peu près, avant que le no code soit nommé no code. Moi, je ne suis pas développeur, hein. Je suis dans le monde du process, je suis un homme métier, j'ai commencé sur des sites industriels, et donc se sont posés un peu. Donc d'expérience, j'ai commencé à chercher, etc. Donc c'est la benchmark que j'ai fait. Donc j'ai quand même comparé Time Tonic avec d'autres solutions. Bon, effectivement, je me suis forcé à aller regarder ce qui se faisait ailleurs, quand même. Et donc, la proposition de valeur que j'ai pu faire à ma direction, parmi ces 7 applications, je ne vais pas toutes les lister dans le détail, il me faudrait la semaine entière pour tout vous expliquer dans le détail, c'est passionnant. Et ce qu'on a gagné en faisant ça, en termes de valeur ajoutée, nette, on a réalisé des projets en 10 fois moins de temps qu'on aurait pu le faire avec d'autres solutions. On a divisé par 2 la dépense actuelle. Ce que j'explique souvent en ce moment, c'est ne rien faire, c'est perdre de l'argent. Modéliser et mettre en place les applicatifs, c'est éviter des temps de recherche, parce que dans la méthodologie, moi j'utilise le Lean, je ne sais pas si c'est connu pour tout le monde, mais par plusieurs personnes, le vrai Lean industriel sur lequel je suis formé, donc c'est réduire les gaspillages, réduire les temps de déplacement, plutôt mettre la bonne personne au bon endroit, etc. Réduire la gestion de stock, enfin réduire les stocks dans les entreprises, etc. Donc à partir de ces constats-là, effectivement, j'en suis retourné
à réutiliser Timetonic, qui lui-même a évolué. Mais je n'utilise pas que Timetonic, on va aller reboucler avec le no-code. J'utilise aussi d'autres solutions type Zapier, qui me permettent d'interfacer Timetonic avec d'autres solutions de code. Et dans le no-code, j'utilise les API sur lesquels je me suis formé. Alors, je pensais être un extraterrestre il y a 3-4 ans. J'étais le seul à parler dans ma société d'API en tant qu'exploitant. Il y en a qui vivent ça tous les jours. Moi, c'était vraiment. Donc, je me suis formé pour ça. L'API, pour moi, est une solution no-code pour se brancher à un jeu de données. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, après, j'arrive en limite de compétences, c'est comment je vais traiter de la donnée. Donc, j'ai même été chercher des solutions no-code d'ETL pour gérer toute la chaîne de valeur, jusqu'à l'exploitation visuelle de la donnée. Donc, Timetonic intègre effectivement une solution qui s'appelle Serenetics, qui est aussi une solution no-code de BI intégrée, où ils ont fait aussi il y a quelques années un travail avec Serenetics de croisement de la donnée. Donc, avec un outil, avec le cumul de deux outils, plus après un peu d'automatisation, qui a déjà intégré Timetonic dans sa solution, je suis capable de modéliser des processus, de faire travailler des personnes sur toute la chaîne de valeur, où du coup, les gens ne veulent pas voir la complexité des processus. Ils veulent souvent, dans les entreprises ou les grandes entreprises, être des utilisateurs, on ne change pas leurs habitudes surtout, mais être des utilisateurs. De savoir que derrière la donnée, elle est rentrée dans ce formulaire-là, etc., ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ça demande une énergie pour le faire. Donc, je digitalise un processus qui est aujourd'hui très artisanal, sur des formulaires papier, fichiers Excel, fichiers Word, etc. J'automatise pour chacun, il a juste qu'à remplir ce qu'il a à remplir, et derrière, ça remonte, ça se consolide, et je peux enfin faire de l'exploitation de la donnée, donc du pilotage, donc la boucle de la boucle, parce que si je peux savoir ce qui se passe et piloter ce qui se passe, je remets en question la stratégie de l'entreprise à certains moments, de se dire, bon ben, si mes indicateurs métiers d'exploitation, j'en reviens aux premières choses, faire de la maintenance préventive, corrective. Si je la mesure, si je la pilote, je peux l'adapter chez mes clients et donc dépenser la juste énergie pour faire ma maintenance. Et des fois des maintenances, on y va tous les mois et ça ne sert à rien, donc on peut peut-être écarter ça. Donc c'est un enjeu business, c'est un enjeu métier, c'est un enjeu process et c'est aussi un enjeu utilisateur. Être capable de délivrer en moins de 3 heures, bon, parfois. Après, je connais très bien Timetonic, donc je suis capable de faire du delivery en moins de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour répondre à ma question, en fait, toi, tu vas voir les métiers. Oui. C'est toi, en fait, qui optimise le process et livre le process au métier. Contrairement, on va voir après avec l'exemple de... Les deux. Aujourd'hui, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes en France qui ne sont pas tous acculturés ni au no-code ni au process, donc que j'ai dû embarquer dans ça, qui sont techniciens, qui sont ingénieurs, qui sont responsables méthode de leurs agences et qui fonctionnent avec l'ancien système. Donc le fait de leur mettre ça entre les mains, là j'ai encore formé quelqu'un la semaine passée, en 1 heure de temps, il avait fait sa première application. Voilà. Très basique, mais en 1 heure de temps, il avait paramétré avec mon soutien, vas-y, fais là, clique là, etc. C'était une application pour collecter, pour faire justement du brainstorming dans un codir, collecter les idées, donc travail d'idéation, hop, je fais le lien, et donc en fait, on a aujourd'hui une multitude de cas qu'on a prévu de modéliser dans le tronc commun qui est Timetonic. On va continuer de modéliser ça. On a décidé d'enlever globalement toutes les autres solutions parce qu'on a un mini ERP. Mais à côté de ça, on est capable du coup de gérer d'autres cas particuliers, très métiers, très clients. Des petits clients comme Orange, Airbus, Sanofi, des PME, quoi. Donc on est capable d'adresser, Orange fait partie de nos clients et d'autres. Donc on est capable, pour des besoins spécifiques clients métiers, une GED par exemple, gestion documentaire, envoyer un document à un client, on prend le document, on le glisse, le client le valide, et l'application GED, en fait, on l'a fabriquée en 2 heures. Voilà, c'est assez... Je pense qu'on a compris l'esprit. Si on vient, ça me fait penser à ce que disait Emmanuel Streff hier, c'était le no-code, c'est empowerment. Dans les bénéfices que tu as vus, toi, dans le déploiement du no-code dans cette entreprise dans laquelle tu viens d'arriver, en 3 mots, si tu
Alors, en 3 mois, on a fait 7 applications qui sont en train de révolutionner la manière dont on travaille, qui permet de modéliser les processus. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, quand est-ce qu'il doit le faire. Et tout le monde est informé en temps et en heure. Ouais. Et chacun est dédié à sa tâche, à livrer simplement sa valeur ajoutée. On n'est plus en train de remplir des tableaux qui ne servent à rien. On en remplit un et c'est le bon. Il y avait plus que 3 mois. Ok, merci beaucoup Quentin. Je pense qu'il y aura des questions après toi. On va passer à l'intervention de Enedis et puis Zélie, bien sûr, plus la méthode. Comment est-ce qu'on démarre un projet no-code. Est-ce qu'on peut voir déjà si on a Babacar avec nous, parce que la connexion à distance est un petit peu compliquée. Je pense que Babacar est là. Ouais. Salut Babacar. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Attendez. Je pense qu'on t'entend, il n'y a pas de souci. Merci de te joindre à nous pour cet échange, ce retour d'expérience. Donc, comme tu ne peux pas être avec nous, est-ce que tu peux te présenter le contexte dans lequel tu as fait le projet avec Time Tonic et avec Zélie? Oui, bien sûr. Alors, donc, je me présente, donc Babacar Sarr, je suis responsable de projet au sein d'Enedis, direction régionale Champagne-Ardenne. Donc, je suis basé à Lens, la ville de Lens. Donc, merci d'accueillir parmi vous plénipotentiaires de la data tels que moi. Donc, alors, je tiens tout d'abord à remercier à titre personnel tous les membres qui ont participé à l'organisation de cet événement, notamment côté Time Tonic et Zélie, et puis toutes les autres entreprises qui n'ont pas aménagé leur peine pour la préparation de ce salon. Je déplore de ne pas pouvoir être présent parmi vous en raison d'une congestion de calendrier et de ne pas pouvoir rester très longtemps avec vous dans le cadre de cette intervention à distance. Bien. Alors, les éléments de contexte. Donc, moi, je travaille chez Enedis. Donc, ce qu'il faut savoir sur Enedis, c'est que nous sommes une entreprise industrielle gestionnaire du réseau de distribution électrique. Donc, le réseau de distribution électrique qui permet en fait d'acheminer l'électricité jusqu'au client particulier, de chez vous, comme vous et moi. Voilà, c'est Enedis qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, le contexte en fait chez Enedis est assez changeant, c'est-à-dire que nous sommes dans l'ère de la donnée, donc l'essor du digital et l'abondance des données au travers de cet essor du digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Enedis a, en plus de son rôle de gestionnaire de réseau de distribution, un rôle de gestionnaire de données, au vu de la masse de données que l'entreprise doit gérer, de par les nouveaux usages qui arrivent notamment sur le réseau électrique de distribution. Donc, quand je dis nouveaux usages, ce sont les infrastructures de recharge du véhicule électrique, les nombreux producteurs basse tension, enfin photovoltaïque, éolien, etc. Mais également les besoins divers et variés des collectivités locales et des divers territoires, mairies, etc., avec lesquels Enedis est souvent en lien. Donc voilà, ça c'est un peu les éléments de contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin en fait de mieux fédérer nos données et de mieux les gouverner. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec Time Tonic et Zélie Consulting courant de cette année, donc en mars 2022, pour instrumentaliser l'organisation d'un hackathon autour de la data et autour des données. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, on avait organisé ce hackathon-là, et ce hackathon-là s'est décliné en plusieurs enjeux. On avait 2 sujets principaux, sur les pertes techniques et sur les pertes non techniques. Aujourd'hui, on est dans une ère de la transition écologique, et réduire ces pertes est l'apanage de tous, mais surtout l'apanage de grandes entreprises industrielles telles qu'Enedis. Donc c'était surtout ça les 2 enjeux de notre hackathon, donc réduire nos pertes en fait non techniques, mais également nos pertes techniques. Donc, les pertes techniques, ce sont les pertes
comme son nom l'indique, qui sont techniques, en cela que on a l'électricité qui transite, et cette électricité qui transite produit des pertes, et souvent ces pertes-là, Enedis se doit de les payer, les pertes qu'elles engendrent. Donc il y a un certain nombre d'organismes et de structures qui veillent en fait à ce qu'Enedis soit garante de la réduction de ces pertes qu'elles engendrent par l'acheminement du réseau électrique au travers des câbles électriques par lesquels passe le courant électrique. Pour les pertes non techniques maintenant, ça, il s'agit plus, pour vous donner un exemple concret, de branchements provisoires non autorisés qui viendraient s'adjoindre au réseau électrique sans que les agents d'Enedis ne soient au courant. Alors, pour ne pas les citer, par exemple, les gens du voyage qui, parfois, se branchent sur le réseau électrique sans autorisation. Donc ça, c'est en train de ce qu'on appelle des pertes non techniques, parce que ce n'est pas forcément ces pertes-là ne sont pas dues au fait que le courant transite, c'est plus qu'il y a des fraudes et des choses comme ça qui apparaissent sur le réseau et qui engendrent, de par le fait qu'il s'agisse de fraude, un surplus de pertes qu'on appelle pertes non techniques. Et donc, l'idée de ce hackathon-là, c'était d'arriver à mettre en place deux plateformes. Une plateforme pour réduire les pertes techniques dans le cadre des transformateurs HTABT qu'on utilise sur le réseau, et une plateforme pour aider à identifier plus facilement les pertes non techniques, c'est-à-dire les pertes qui seraient issues d'éventuelles fraudes. D'accord. Ça, c'était vraiment l'enjeu de notre hackathon. Très clair. Pardon, il y a une intervention. Non, je disais, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui, pas de souci. Donc voilà, c'était ça en fait l'enjeu. Et durant ce hackathon-là, on s'est posé diverses questions. Et l'une des questions principales, c'est comment on fait, quoi. Donc c'est là que le no-code et la force du no-code nous a vraiment apporté quelque chose, en cela que l'outil TimeTonic, qui sont en partenariat avec des consulting, est un outil qui est très très intuitif de par les fonctionnalités qu'il véhicule. Et cet outil-là nous a permis en 2 jours, donc quand je dis 2 jours, c'est vraiment 10 heures de travail maximum, nous a permis en 10 heures de travail maximum, parce qu'il faut laisser de côté tout ce qui est aspect échange, etc. Donc vraiment en 10 heures de travail concret sur l'outil nous a permis de sortir de premières ébauches d'applications qui sont utilisables de manière opérationnelle pour nous. Génial. Et donc, je suis désolée, je vais passer la main peut-être à Sébastien pour qu'il nous explique comment ça s'est passé le hackathon. Et après, je reviendrai vers toi pour la partie plus feedback et mots de la fin, si tu veux bien. Sébastien, pour le hackathon, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots ce que c'est qu'un hackathon, voilà, pour situer un peu le cadre de comment ça s'est passé. Alors déjà, je me présente, Sébastien, donc je suis chef de projet pour ZD Consultant, comme on l'a annoncé depuis tout à l'heure. Donc juste pour petite info, ZD Consultant, on est une société qui accompagne d'autres sociétés pour travailler autour de la transformation digitale des entreprises. Donc là, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un hackathon? Alors, qui sait ce qu'est un hackathon? Globalement, tout le monde le sait. Donc, c'est la contraction entre hacker et marathon. L'idée, en fait, c'est de mettre autour d'une table plusieurs équipes afin qu'ils travaillent sur un temps très réduit à trouver des solutions, enfin à mettre en place, à créer une solution pour répondre à des problématiques par métier. Ouais. Okay. Et du coup, comment ça se passe concrètement en fait? Quelles sont les phases que tu as à déployer? Alors là, dans le cadre de l'hackathon qu'on a mené pour Enedis, on a fait un hackathon sur 48 heures. Et en fait, on l'a découpé en 3 phases majeures. On a fait une première phase du hackathon qui consistait à accompagner les équipes métiers pour exprimer leurs besoins, identifier un peu l'histoire qu'ils voulaient raconter autour de la donnée qu'ils récoltaient. Parce qu'aujourd'hui, ils ont de la donnée, ils récoltent de la donnée, mais ils ne savent pas forcément comment l'exploiter. Donc c'était travailler avec eux pour identifier qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, quelle histoire ils voulaient raconter autour de ça. À partir du moment où ils ont identifié ce qu'ils voulaient faire avec, on a travaillé ce qu'on appelle le modèle de données. Parce qu'en fait, là, on part sur la donnée et la solution TimeTonic, effectivement, est assez forte justement pour la partie modélisation de la donnée.
Donc ça c'est la première étape, on va dire l'expression du besoin, l'identification du besoin, l'idéation. Ensuite on a une deuxième phase plus conséquente qui est la partie effectivement de construction. Donc sur la partie construction, alors on va pas parler de développement parce qu'on est dans du no-code. Donc en fait on était parti plutôt sur des sprints de configuration. Donc comme l'a dit Babacar, en fait je pense qu'en tout et pour tout, sur la partie construction pure, on a dû passer 5 à 6 heures maximum sur les 48 heures, enfin sur les 2 jours, parce qu'on a fait 48 heures, on a fait 2 jours de travail. C'est pas un start-up week-end. C'est ça, exactement, c'est ça. On a dormi entre temps, on a mangé, tout allait bien. Donc du coup on a dû passer 5 à 6 heures effectives de construction, enfin de paramétrage de la solution. Et en fait on a découpé ces 6 heures comme si on était en mode Scrum, où on a fait des sprints. Et en fait on a fait des petits sprints de 45 minutes, où à chaque fois l'idée c'est de dire au bout du sprint, est-ce qu'on répond aux enjeux de l'histoire qu'on souhaite raconter à la fin du hackathon. Et à chaque fois on faisait un peu une rétrospective d'1 quart d'heure pour voir est-ce qu'on est dans les enjeux, et si oui on continue, sinon comment on réadapte. Et l'idée c'est de, au bout des 5 heures, d'avoir une solution qui était démontrable. Donc la troisième phase, en fait, c'est la préparation et la démonstration de la solution au jury et aux participants du hackathon. D'accord, et donc il y avait vraiment une notion de chaque équipe va présenter ses solutions à la même problématique, ou c'est des problématiques différentes? Alors là, typiquement, donc, comme l'expliquait Babacar, en fait, il y avait 2 problématiques. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y avait 2 problématiques différentes. Donc on a créé 2 équipes qui ont eu chacune pour mission de répondre avec une solution prête à l'emploi à cette problématique. D'accord. Le temps de formation à l'outil sur par rapport à cette... parce que en fait, personne ne l'avait eu en main avant. Alors, il y a eu une sensibilisation auparavant de l'outil qui est très, très rapide. Après, il y a l'avantage effectivement de la solution Timetonic. Alors, en général, quand on parle de hackathon, on imagine tout de suite développeurs, geeks, voilà, les gens qui vont vraiment mettre les mains dans le code. Là, on est sur du no-code. Et en fait, on avait une population d'utilisateurs. L'utilisateur, quand je parle d'utilisateur, c'est l'utilisateur métier. Donc forcément, compétences techniques, développement, on est plutôt à 0, voire en dessous de 0. C'est complètement normal. Je peux confirmer. Il a dit que j'étais en dessous de 0. Et donc du coup, en fait, l'avantage de Timetonic, comme c'est du no-code, bah, il n'y a que du paramétrage à faire. L'autre avantage de la solution, comme l'a mentionné Babacar, c'est une solution qui est très intuitive et qui est appréhendable hyper facilement pour n'importe quel projet. Ok. Alors justement, Babacar, je suis désolée, j'espère que tu as entendu, parce que c'était un peu... on est un petit peu loin aussi. Mais... voilà, donc je voulais simplement... Alors, j'ai affiché ce que moi, il y a une très, très belle vidéo faite par Enedis sur le projet, donc j'ai affiché ce que j'ai tiré de la vidéo, mais peut-être tu peux nous dire en direct les feedbacks que tu as suite à... Ce qui nous intéresse ici, c'est en fait suite à cette méthodologie employée avec le support d'une solution no-code, et on peut très bien imaginer... Enfin, bon, après, Timetonic, c'est aussi ses avantages, mais on peut très bien imaginer le faire sur d'autres outils. Oui, alors, donc, comme le disait Stéphane tout à l'heure, durant le hackathon, on avait un public assez hétéroclite, hein, donc les participants étaient dans certains niveaux en termes de codage, mais il y avait aussi plusieurs, et ils étaient la majorité, hein, plusieurs agents Enedis qui n'avaient aucune propension naturelle vers le no-code, enfin vers le code plutôt, ou de la programmation informatique. Voilà, ce n'étaient pas des développeurs de l'extrême. Et donc c'est vraiment ça la force du no-code, c'est-à-dire qu'en 2 jours, on a réussi avec Timetonic et Zenith Consulting à acculturer tout ce public-là au no-code pour vraiment le permettre de prendre en main la solution et de sortir quelque chose de concret pour ces 2 sujets-là. Donc ensuite, donc, en termes de feedback, moi, donc, j'ai un peu chapeauté toute l'organisation du hackathon, donc j'ai eu de très très bons retours avec des personnes qui étaient vraiment intéressées pour poursuivre avec Timetonic. Et fort en fait de ce constat et de toute la satisfaction que nous a apporté le logiciel, nous, côté Enedis, on a entamé dans le sillage du hackathon, on a entamé ce qu'on appelle un processus Quick Dev au sein de notre entreprise. Processus Quick Dev dont la finalité est tout simplement d'estampiller Timetonic comme un logiciel qui serait DSI compatible, c'est-à-dire un logiciel qui serait reconnu au sein du scope Enedis pour être utilisé par les agents Enedis eux-mêmes
et non pas seulement voilà, un logiciel externe de type Tonic et Delic qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'un hackathon de façon ponctuelle. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir ce logiciel-là à portée de main, afin de pouvoir non plus seulement l'utiliser uniquement pour les parties techniques et parties non techniques, mais pour d'autres usages, d'autres use cases. Et je peux vous dire que les use cases que j'ai eu au sortir du hackathon pour pouvoir utiliser TimeTronic étaient assez. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Eh bien, écoute, la mienne en tout cas, oui. Maintenant, il nous reste un quart d'heure, donc je pense qu'on peut se tourner vers la salle pour les questions, pour Quentin ou pour Sébastien ou Babacar, si vous en avez. Moi, j'ai bien entendu en fait ce que ça pouvait apporter. Alors, la finalité, c'est quand même les utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs sont heureux de travailler maintenant avec des outils pareils? Parce que je pense que c'est aussi eux qui sont les usagers. Je pense que les solutions no-code développées comme ça, avec déjà les acteurs de la société, c'est quand même le résultat, quand même, je pense que ça doit être mesuré, le contentement, le bonheur, puis s'éparpiller dans 50 000 applis, le tableau Excel à compléter. Vous venez de tout résumer en fait. Oui. Oui, tout à fait. Alors, je peux apporter les premiers éléments de réponse concernant le hackathon Enedis. Donc, au sortir de l'événement, alors, je vais la refaire. Avant l'événement, il y avait une certaine appréhension sur le no-code. Plusieurs personnes ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et au sortir de l'événement, il y a eu vraiment un engouement autour de l'outil. Et j'ai eu beaucoup de retours d'autres agents qui n'avaient même pas participé au hackathon, mais qui avaient entendu parler de la communication, et qui, eux, faisaient face à des use cases opérationnels pour lesquels ils se disaient, tiens, Babacar, est-ce que l'outil TimeTronic peut répondre à une problématique par rapport à ces use cases-là? Donc c'est pour vous dire en fait qu'il y avait vraiment un certain engouement autour de l'outil, et que j'ai reçu plusieurs sollicitations de la part de collègues collectifs autres que ceux qui ont participé au hackathon pour pouvoir utiliser le logiciel afin de résoudre leurs problématiques. Donc la force de TimeTronic, pour vraiment résumer, c'est que ça apporte la simplification et de la performance. Je pense que pour les entreprises d'aujourd'hui, mais aussi n'importe quel utilisateur, hein, c'est vraiment un gain certain pour qui est simplification et performance. Et les utilisateurs, en fait, comme vous l'avez dit, la personne qui a posé la question, comme vous l'avez dit, ils attendent en fait qu'on le simplifie leur quotidien, et ils attendent vraiment, ils ne veulent pas avoir à ouvrir 30 000 fichiers Excel et avoir à trifouiller dans ces fichiers Excel-là. Donc c'est vraiment la force du no-code et de TimeTronic de façon plus particulière, c'est qu'il y a vraiment une démarche de simplification et de performance qu'on arrive à mesurer par l'utilisation de l'outil. Je vais peut-être rajouter quelque chose, je viens de réouvrir un message que j'ai reçu mercredi à 13h50. Il y a un plus, déjà. Message Emmanuel Fritz, Normandie, il vient d'arriver, hein, ça fait 2 mois qu'il est là. Donc nouveau responsable d'affaires de la plaque Nord-Normandie. Le message, pouce, ça va nous changer la vie. Je pense que c'est, pour moi, le no-code, c'est ça, c'est la mise en avant. Je ne dis pas si on est quantifier ou mettre une note de bonheur à aller travailler et pas se retrouver. Parce que l'utilisateur, le premier, si vous, en plus, vous avez un truc très précis, c'est le technicien, c'est lui qui va voir le client, c'est lui qui va le dépanner. C'est comme, je trouve que vraiment ça, c'est... moi, dans la pratique du no-code et dans ce que j'ai fait, dans des emplois où c'était effrayant, où trouver la simplification dans des process, c'était déjà, mais il n'y avait pas de no-code. Hein. Donc, alors, la réponse, en fait, c'est pas que le no-code. Le no-code est une manière de faire les choses. La méthodologie qui est employée, aujourd'hui la méthodologie effectivement agile avec du Scrum, etc., c'est
Aujourd'hui, la méthodologie, c'est d'abord d'écouter. Ouais, c'est bien, hein. Je ne dis pas qu'on n'écoutait pas, mais la DSI n'écoutait pas il y a quelques années. Donc effectivement, on a mis le pouvoir à des responsables méthodes, je vais le dire comme ça, je me remets dans le jeu, mais je ne suis pas un DSI. La DSI, elle a des réponses qui sont corporate, qui sont cybersécurité, qui sont, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a aussi, hein, bien sûr. Mais on a remis le pouvoir dans les mains de l'utilisateur. Ça nécessite par contre une chose, c'est de connaître son métier. Si on ne connaît pas son métier, moi j'ai des gens sur le terrain qui ne connaissent pas leur métier. Alors parce que vous allez me dire, mais pourquoi ils sont sur le terrain, ils ne connaissent pas leur métier? Ils font leur métier sans se poser la question du sens de leur métier. Et en venant effectivement modéliser les processus, poser des questions, écouter les vrais besoins. Le mot vrai est important. Les vrais besoins. Pas ce ouais mais moi ça me saoule, ça remplit pas, j'ai trop de fichiers. Non, non. La question c'est pas j'ai trop de fichiers. La question c'est qu'est-ce que tu es censé remplir, à quel endroit tu es censé le remplir. Et là on vient mettre une solution de code. Et donc on est capable de faire en 1 heure, 2 heures, 3 heures une solution prête à l'emploi. Là j'ai fabriqué la semaine passée un système de comptage énergétique qui rejoint un peu les contraintes effectivement du suivi énergétique. C'est des techniciens qui avant remplissaient à la main des feuilles pour plus de 15 000 compteurs d'énergie en France. Aujourd'hui, ils ont une appli, une seule, avec la liste des compteurs. Ils cliquent, ils remplissent, ils appuient, c'est fini. La data, elle est dans l'appli, elle est dispo pour le responsable d'affaires qui peut savoir si le compteur a bien été renseigné. Et derrière, l'energy manager qui lui doit récupérer tout ça pour faire les tableaux de consommation d'énergie, c'est fait. Donc, si on n'écoute pas, et pourquoi? Alors, j'ai fait de l'énergie, donc encore une fois, je viens du métier, j'ai vu mes techniciens remplir ce truc, papier, crayon, donc j'ai simplement mis des mots, et après, ce que j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis à disposition de mes opérationnels, dont l'Energy Manager. Elle m'a dit, c'est génial. Pas c'est génial, parce que derrière le c'est génial, moi j'aime bien savoir pourquoi c'est génial. Qu'est-ce que je t'enlève? Quelle est la promesse que j'avais pu faire? Et qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça enlève? Parce que de dire que c'est génial, c'est-à-dire que c'est l'effet waouh. Bon, une fois qu'on a fait l'effet waouh, la question c'est est-ce que tu vas t'en servir tous les jours? Est-ce que ça va changer tous les jours ton quotidien? D'avoir sur mobile l'annuaire, le téléphone, d'appuyer sur le téléphone, l'application, j'aurais pu mettre 6 mois à faire l'application. Là, ce que j'ai réussi à faire, c'est en quelques jours, l'application a été faite, et donc, vous multipliez ça x 750, avant c'était le fichier, le machin, le mail, etc. C'était une semaine de perdu quand quelqu'un arrivait dans la société, x 750. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, ça n'existe plus. On ouvre l'appli, on cherche le nom de la personne, on va dans l'agence, on a les coordonnées de la personne. C'est pour l'application annuaire. Pour aujourd'hui, le suivi des contrats, quand je suis arrivé dans la société il y a 6 mois, j'ai posé une question bête. Combien est-ce qu'on a de contrats? Chez quel client et dans quelle région? Réponse. Je ne sais pas. J'ai fabriqué une application qui n'est pas encore en déploiement, qui est en phase de delivery, elle va commencer à diffuser. Les gens sont en train de se l'approprier. Elle est aussi plus difficile intellectuellement et d'un point de vue process. Elle remet en question les milliers de tableaux Excel qui existent, chacun dans son coin. Tout ça, ça va disparaître. Je pense que c'est un des mots aussi qu'on peut appliquer ici, c'est le collaboratif. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que d'avoir chacun dans son coin son fichier Excel, là tout le monde travaille sur les mêmes data, voit ce qu'il a à voir d'ailleurs, parce que je pense que ça c'est un point qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, Tectonic donne accès aux données auxquelles vous avez droit. Si vous êtes dans telle région, à tel niveau de l'organisation, ça permet de très finement ajuster en fait c'est le curseur. Je vois ce que je dois voir, je remplis ce que je dois remplir. Après, ce qui se passe derrière, c'est celui qui l'a fabriqué, qui a justement cette finesse. Il y a des projets no-code qui ne fonctionneront pas. Je pense qu'il y a des projets no-code qui ont déjà pas fonctionné. Moi, je me suis vu faire dans Tectonic ou dans d'autres solutions des projets no-code qui n'ont pas fonctionné pour plein de raisons, mal cadrés, pas d'analyse du vrai besoin. On en revient à des choses très basiques. Le paramétrage que j'avais fait, il était trop compliqué. J'étais parti sur une usine à gaz, c'est en général ce qu'on déteste. Et donc on l'a mis à la poubelle. Mais c'est bien parce qu'on a mis à la poubelle un truc qui nous a pris 1 heure ou 2 heures à faire. On n'est pas parti sur un cahier des charges. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Il faut en faire. Mais un cahier des charges, c'est une liste de courses, c'est verbaliser notre besoin, le partager, le vérifier. Et ce qui est dingue, c'est que souvent quand on le verbalise, quand on analyse le vrai besoin, là on est en train nous déjà de faire une deuxième mise à jour
de l'accueil nouvel arrivant, c'est qu'en fait le besoin qu'on avait identifié, il est déjà plus bon. C'est pas qu'il est plus bon, c'est que la complexité d'accueillir un technicien ou une personne dans la société, c'est d'une complexité parce qu'il passe par tous les services, il va récupérer un coup ci, un coup là, il a accès à tel logiciel, etc. Dans la V1, c'était juste, il y a quelqu'un qui est arrivé. Maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé et on va lui mettre à disposition, on va l'accueillir et le former et lui donner tous les éléments de préparation pour arriver. Ça, avec Tectonic, on a fini, on va le mettre en production, ça va tout changer. Mais le premier besoin, ben, il n'était pas bon et on a eu des remarques. Ouais, mais ça va pas au bout. Ouais, on sait. Mais c'est pas grave. On a eu des remarques, c'était de dire c'est pas complet, mais on a aussi eu des remarques en disant ah, c'est génial votre truc, mais ça va pas au bout. Mais c'est pas grave. On a ouvert un sujet qui n'avait pas été traité depuis 10 ans. 10 ans. Qu'on a ouvert, qu'on a réouvert, sur lequel on va pouvoir aller au bout. Je pense que fin de semaine prochaine, on aura fini, j'ai le temps de se bloquer suffisamment, parce qu'on est deux, et je suis aussi la compétence que j'ai moi sur cet outil, là je suis en train de la transmettre. Pour former effectivement quelqu'un sur un outil no-code, en lui donnant les bonnes pratiques et tout ce qui va avec, c'est plusieurs, moi je dis plus c'est plusieurs heures de travail, parce que l'outil est suffisamment maniable pour faire beaucoup de choses. Donc il faut utiliser les bonnes fonctions dans le bon outil pour en faire ces choses-là. Est-ce qu'il y avait une autre question dans la salle? Ça vous a pris combien de temps de mettre en place la première application? Alors, là chez SNEF, 3 jours entre la phase de création et la phase de... C'est un sujet qu'on avait identifié, c'était l'annuaire, il était sorti. Donc il y a eu 1 heure d'appel des directeurs d'agence pour savoir que c'était un besoin. Il y a eu est-ce que c'est un vrai besoin? Donc tout le monde a voté, j'ai fait voter tout le monde. Alors la première application que j'ai faite, c'est une application de plan d'action. J'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est on va tous se mettre d'accord sur les priorités nationales et régionales de toutes les tâches, de tous les projets qui sont identifiés. J'ai listé, j'ai fait la liste de courses. Et ensuite, j'ai rappelé tout le monde et j'ai fait voter tout le monde en termes d'importance et en termes d'urgence. Ce qui fait que certains sujets sont remontés tout seuls. Faire cette application-là m'a pris 4 heures pour la faire. Et ce qui a été long, c'est d'aller piocher les idées des personnes. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, j'avais une question pour Sébastien. Initialement, donc je ne sais pas depuis combien de temps vous utilisez du no-code chez Zelig Consultant, mais un an. Et qu'est-ce qui vous a amené à... Alors en fait, nous, notre métier de base, effectivement, on est plutôt ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, en général, on fait tout l'amont du projet, tout ce qui est en amont du dev. On fait tout ce qui est après le dev. Alors par contre, le dev, d'habitude, on ne fait pas, c'est une boîte noire, on n'a aucune prise dessus et on est hyper dépendant des sociétés qui développent. Et là, en fait, l'avantage du no-code, c'est que comme ça ne demande pas de connaissances technologiques, enfin de développement, etc., en fait, nous, en tant qu'AMOA, en fait, on peut faire la configuration. Et en fait, ça veut dire que l'ingénierie, enfin tout le processus projet, du début du cadrage jusqu'à l'utilisation par l'utilisateur à la fin, en fait, on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Et ça nous permet aussi de réduire les délais. Donc en fait, pour nous, c'était vraiment c'est un peu chez nous manquant dans notre métier. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qui nous permet vraiment maintenant de pouvoir aller voir un client et dire si on a un projet no-code, nous on va être responsable, on va pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne du projet. Enfin, après Bertrand, je ne sais pas si tu veux compléter. Je le sollicite. Je m'appelle Bertrand Gaillet, je suis directeur associé de Zelig, fondateur du cabinet. Et effectivement, juste pour rebondir très rapidement sur ce que disait Sébastien, on a une baseline en dessous de Zelig, c'est consultant en efficacité. Donc on a pour objectif effectivement de donner une promesse à nos clients, c'est quand on les aide, c'est rapide, efficace, et c'est un peu la réputation qu'on a, que ce soit sur les phases d'idéation, comme tu disais, ou sur les phases même de préparation d'hackathon, ou ces choses-là. On est assez efficace. Et ce qui nous a manqué, et ce qui nous tenait un peu au corps, c'est cette phase que vient de décrire Sébastien, où là en fait cette promesse, on n'arrivait pas à la tenir vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on les accompagnait en phase d'idéation, je ne vais pas dire qu'on les faisait rêver, mais on les portait efficacement là-dessus, et après, enfin moi je dirais pas boîte noire, je dirais bête noire plutôt, les parties développement informatique, ça prenait des mois, des années, ça n'en finissait pas, et au final on cassait cette promesse. Et en découvrant il y a 1 an et demi effectivement une rencontre avec Jean-Michel Durocher, qui est le PDG de Tectonic, en rencontrant le marché du no-code au travers de Tectonic,
effectivement, ça s'est un peu éclairé. On s'est dit, ce chaînon-là, maintenant, on va le prendre nous, et on va continuer la promesse qu'on fait avec nos clients. Et tu vas pas parler d'un cas d'usage ici qu'on a fait, mais je vais juste en dire 2 mots sans forcément citer non plus le client, c'est que on a aidé un client sur cette partie amont qui était notre métier historique, et on a eu vent d'un projet sur lequel ils étaient en galère depuis près d'1 an, sur le développement des applications mobiles. Et comme on était sur ce train-là de Time Tonic et de l'application no code, on a sauté sur l'occasion, on a dit, nous on sait, on te connaît, parce que le métier on le connaît, on t'a accompagné, si tu veux on va la faire cette application. Et Sébastien y a largement contribué, puisque c'est lui qui fait cette application. On a mis 6 semaines. Donc pendant 1 an, avec une équipe de je ne sais pas combien ils étaient, ils ont galéré, ils ont dépensé de l'argent, ils n'y arrivaient pas. Et pourtant c'était les mêmes personnes avec qui on a travaillé. En 6 semaines, on a sorti une application qui est utilisée maintenant par près de 1000 agents, 900 agents. Ils vont dans les bâtiments, sans mobilité, etc. Et ça marche pas. Donc cet aspect magique et cette promesse, aujourd'hui, c'est possible au travers de ces solutions. Et dans des contextes très... je veux dire, on n'est pas dans l'époque, quoi. Là, on vous a présenté la méthode Hackathon qui a son originalité, qui peut vraiment servir à développer des idées, mais sur des vraies applications en production, sur le terrain, etc., ça marche, c'est fiable, c'est robuste, et on le fait en 6 semaines au lieu de galérer pendant 1 an. Et ça, c'est top. Je crois que ça sera le mot de la fin, parce qu'on arrive. Pour ceux que ça intéresse, venez nous voir si vous voulez récupérer les slides. Je fais juste une photo du badge et puis on vous les enverra. Je pense qu'on a les coordonnées dans l'application. Voilà. Merci à tous. Merci Baba Akbar d'avoir été avec nous. De la patience pour tout ce qui est logistique. Merci Quentin et Sébastien de m'avoir accompagné sur ce sujet. Et puis écoutez, bonne soirée, bonne séance de clôture. Au revoir. Merci beaucoup.